RCJ Midi, édition spéciale. Bonjour à tous, nous interrompons les programmes à l'instant puisque nous avons appris la mort de Robert Badinter. Robert Badinter est décédé cette nuit à l'âge de 95 ans. Nous venons d'apprendre l'information, évidemment sur RCJ. Nous interrompons nos programmes et nous allons rendre hommage au fur et à mesure de la matinée à cet homme exceptionnel, à cet ancien ministre, à ce grand Français, à ce grand juif, à cet homme qui nous avait accordé une interview sur RCJ il y a encore à peine quelques mois. Il faudra longtemps pour arriver à dire tout ce que Robert Badinter a fait, a apporté à la France. On vient d'appeler à la seconde en direct, l'information est tombée il y a tout juste 3 minutes. Maître Ariel Goldman, président du FSJU et de la Fondation du judaïsme français. Ariel, bonjour. Bonjour Sandrine. Merci d'être avec nous. On l'a appris il y a quelques minutes à peine, la mort de Robert Badinter. Oui, écoutez, c'est vous qui me l'apprenez en vérité, puisque je n'étais pas au courant. Voilà, on vient de faire, on a pris très vite l'antenne parce que... Vous avez bien fait, c'est un événement qui nous touche tous personnellement et qui touche évidemment largement notre radio et la communauté juive de France. Donc une réaction à chaud, évidemment je suis bouleversé parce que c'est quelqu'un que je connaissais personnellement depuis de très longues années. Il avait notamment c'était d'abord le gendre de Marcel Bleustein-Blanchet, qui était un ami de mon grand-père, et puis lui-même avait décoré mon père de la Légion d'honneur en 1986 à la synagogue de la Victoire. Et puis au-delà de ça, je connais bien ses enfants auxquels je pense, notamment Judith et Simon, et évidemment son épouse Elisabeth. Donc je leur adresse mes condoléances. C'est un monument qui s'effondre, un monument de l'humanité, monument de la nation, monument de la communauté juive. C'est marrant parce qu'il y a 1 heure, je parlais à une personne des élections au Fonds social et je lui racontais que c'était Robert Badinter qui avait fait les premiers statuts du Fonds social juif unifié en 82 avec David de Rothschild et avec Jacques Attali. Donc il est aussi très attaché à la mémoire de notre institution. Je pense que les hommages vont pleuvoir. Je pense aussi certainement qu'il y aura un hommage national de la nation, car la nation lui doit tant, lui qui juif, fils de déportés, fils d'immigrés, a bâti cette carrière d'avocat d'ailleurs incroyable. Il était un grand et célèbre avocat qui a ensuite été le garde des Sceaux qu'on connaît, puis président du Conseil constitutionnel, et puis surtout cette stature morale quand il prenait la parole, quel que soit le sujet, quel que soit l'endroit, quelle que soit la façon, eh bien il en imposait. Et puis évidemment aussi cette vie qu'il a racontée dans son dernier livre qui porte le prénom de sa grand-mère, où on voit cette évolution incroyable avec cette arrivée des Juifs de Russie qui étaient ses grands-parents et cette intégration parfaite, cette idéalisation du modèle républicain jusqu'à devenir président du Conseil constitutionnel. Voilà, les mots me manquent, on pourrait en parler des heures. Je suis vraiment très 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 ému. Évidemment, c'est une personne âgée qui nous quitte, donc c'est dans la nature des choses, c'est dans l'ordre des choses, mais pour autant c'est une page qui se tourne, et à ce titre-là nous sommes tous affectés et peinés, et vraiment encore une fois je veux redire ma solidarité avec sa famille et dire combien la nation perd un de ses fils les plus attachants, les plus brillants et les plus forts aussi. Ariel Goldman, j'imagine que comme un certain nombre d'entre nous, vous avez eu cette chance et cet honneur d'aller chez Robert Badinter dans son bureau, ce bureau où il y avait finalement tout ce qui était Robert Badinter, à la fois cette fameuse cuillère dont il parlait à chaque fois, qui représentait selon lui ce qui pouvait être la dignité de l'homme, de ne pas manger comme les chiens, mais de pouvoir manger avec une cuillère, et puis l'arrêter sur la peine de mort, et puis ses livres, et puis ses photos, cet endroit, ce bureau au cœur de son domicile où il est décédé cette nuit, qui était quelque chose où on avait l'impression d'être, et on était face à un monument et face à une page de l'histoire de France.
Oui, cet immeuble de la rue Guidemer, mythique, parce qu'il y habitait depuis de très très nombreuses années. Moi, je me souviens qu'adolescent, eh bien, c'est là que nous allions aussi. Et donc, oui, ces bureaux chargés d'histoire, ces livres écrits par lui, écrits par Elisabeth, et puis toute cette histoire qu'il porte. Je dois dire aussi que il avait été extrêmement blessé par toutes les attaques antisémites qu'il avait subies. Je parle évidemment pas seulement de la guerre qu'il raconte dans plusieurs de ses livres, mais des attaques au moment de la loi sur la peine de mort, des attaques lors de certaines décisions du Conseil constitutionnel. On lui a souvent, et c'est classique malheureusement d'utiliser ce mot, désolé d'utiliser ce mot, mais jeté son judaïsme à la figure, et il a toujours porté haut et fier ce judaïsme. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable, parce que dans le fond, parfois, on peut imaginer que dans certaines situations, on oublie un peu ses racines, ses origines. Lui, pas du tout. C'était tout le contraire. C'était à l'image de Simone Veil, ces grands Français juifs, ces grands juifs, hommes et femmes, ces princes d'Israël ou princesses d'Israël pour Simone, qui ont fait que, voilà, ils savaient cumuler les deux titres à la fois, les deux qualités à la fois, sans qu'aucun des deux n'en pâtisse. Et ça aussi, c'était une de ses forces, d'assumer parfaitement bien son identité française, bien sûr, son identité juive. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'il ne faudra pas oublier, qu'il nous lègue comme un message parmi les très nombreux messages qu'il nous lègue. Un dernier mot, Maître Ariel Goldman. J'ai parlé au président du FSJU, de la Fondation du judaïsme français, aux dirigeants communautaires. Un dernier mot de l'avocat peut-être. Quand vous avez fait vos études de droit, Robert Badinter était avocat, professeur de droit aussi. J'imagine que ce sont une des figures qui vous a donné envie peut-être de faire ce métier, d'être avocat, de défendre. Ah ben évidemment. D'abord, quand j'étais étudiant, il était mon professeur parce qu'il dirigeait l'IEJ de Paris, à l'Institut. Il venait de diriger l'Institut d'études judiciaires de Paris, qui formait au métier d'avocat. Et puis il avait laissé ce poste à Jean-Denis Bredin, un autre géant du droit. Ils étaient associés d'ailleurs à l'époque, je crois. Et donc évidemment, quand on a lu l'affaire, son livre sur la peine de mort, sur l'affaire Patrick Henry notamment, et quand on a lu ses chroniques, quand on a entendu ses plaidoiries, ce qui avait été mon cas tout jeune, bien évidemment, on avait envie de lui ressembler, on avait envie d'avoir une carrière qui peut-être un jour ressemblerait à la sienne, et en tout cas, cette vocation, c'est vrai qu'il la transmettait, et que moi, je fais partie de la génération Badinter, de la génération de ces avocats qui l'ont connu à travers l'université, comme je viens de vous l'expliquer, mais aussi à travers ses actions et ses faits d'armes, j'ai envie de dire, comme avocat. Il avait été aussi très très blessé, et je le dis aussi parce que je parlais de l'antisémitisme, et je veux le rappeler, parce qu'on est à un moment où les valeurs se brouillent un peu, et je veux rappeler qu'au moment de la loi sur la peine de mort, se sont trouvés des policiers d'extrême droite pour venir manifester place Vendôme sous son bureau, sous les fenêtres de son bureau, certains levant la main en l'air, je ne vous décris pas le geste, je ne vous le détaille pas davantage, et il y avait parmi eux des commissaires, il y avait même des juifs d'ailleurs, dans ces commissaires avec l'extrême droite, et ça l'avait bouleversé, ça l'avait meurtri, et moi aussi ça m'avait bouleversé, et ça m'avait meurtri, et à un moment où tout se mélange, où finalement on a l'impression que tout se vaut, eh bien je veux rappeler ce moment, parce qu'il a été effectivement attaqué très 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 méchamment, très gravement, par l'extrême droite, par le Front National à l'époque notamment aussi. Je ne veux pas redire tout ce que le père Le Pen a pu dire sur lui, mais ça l'avait marqué, et nous, ça nous avait frappé. Merci beaucoup, Maître Ariel Goldman, président du FSJU et de la Fondation du judaïsme français. Merci, Ariel. Je vous en prie. Shabbat shalom. Shabbat shalom. On va passer d'une génération d'avocats finalement à une autre. Maître Patrick Lugman, bonjour. Bonjour, Sandrine. Je suis très ému parce que je viens de l'apprendre au moment où vous m'appelez.
Moi Et en aussi, écoutant, je l'ai appris aussi à Ariel, et voilà. Et sur en RCJ, on écoutant Ariel, cache pas notre émotion. je crois, je sais pas si vous l'avez évoqué, mais moi j'ai été élevé dans l'idée que Robert Badinter avait rédigé les nouveaux statuts du Fonds social de, je crois, 1980, et qu'il avait fait à ce moment-là partie, avec Jacques Attali et d'autres, du renouveau de l'institution quand le jeune David de Rothschild en était devenu le président. C'est exactement ça. J'ai pas envie de vous dire des bêtises, mais j'avais ce souvenir-là. C'est exactement cela. Mais Patrick Klugman, je posais la question à Ariel, évidemment. Il va nous falloir des années et des années pour parler de l'apport à la France et au judaïsme de Robert Badinter. Vous, j'imagine que comme Ariel, c'est quelqu'un qui a fait plus que compter quand on veut être avocat et quand on devient un avocat. Oui, mais ça va très très au-delà de la carrière d'avocat et de l'avocat qu'il a été, et de l'avocat modèle qu'il a été pour plusieurs générations d'avocats, évidemment. Je crois que c'est beaucoup plus important que ça. C'est probablement la dernière conscience du pays qui s'en va. La dernière personne où on se dit, quel que soit notre spectre, notre origine, notre appartenance, on se disait, Robert Badinter est une autorité. Pas simplement parce qu'il a été un grand avocat, pas simplement parce qu'il a été président du Conseil constitutionnel, pas simplement parce qu'il est le père de l'abolition, pas simplement parce que c'était Robert Badinter. Et nous n'en avons plus. Je n'en vois pas d'autres. Voilà, en réfléchissant avec vous, on n'en trouvera plus. C'est ça qui est en train de se passer. Ça s'appelle un événement en philosophie. C'est-à-dire quelque chose dont nous savons qu'il est sans retour. Il n'y aura pas de nouvelle génération de Badinter. Et vous savez, cette strophe de la Marseillaise, vous entrerez dans la carrière quand vos aînés n'y seront plus. Nous sommes dans la carrière et nous savons bien que nous ne remplacerons pas ces figures-là. Qu'il n'y aura plus de voix de cette égale portée, à la fois témoin, conscience et acteur. Ça, c'est le commentaire, je dirais, un peu général sur ce qui se passe en France. Je crois que c'est la dernière conscience qui s'éteint. Un homme qui était au-dessus des autres, au-dessus de la classe politique à laquelle il a un peu fait partie, au-dessus des avocats dont il a fait partie. C'est un homme au-dessus des autres, et c'est une conscience qui a continué à s'exprimer jusqu'à son dernier souffle. Il a écrit, parlé, témoigné jusqu'à son dernier souffle. Moi, ce dont je voudrais vous dire ici, je verrai comment je le ferai, mais comme beaucoup d'autres, je prenais régulièrement le chemin de la rue Guilmer, où il avait son appartement cabinet de travail qui donnait sur le jardin du Luxembourg, et régulièrement, ces 20 dernières années, j'allais le voir 1, 2, 3 fois par an. Et les entretiens que j'ai eus avec lui avaient toujours le même ordre. D'abord, de la politique générale, souvent à résonance judiciaire, les réformes de la justice, les grands procès, qu'est-ce qui se passe. Il était passionné par la chose judiciaire, passionné par vraiment l'institution judiciaire, partout dans le monde, en France évidemment. On commençait toujours par cela. Après, effectivement, toujours beaucoup plus sur des questions ayant trait à la défense, à la justice, etc. Et immanquablement, et de plus en plus au fur et à mesure des années, la dernière partie de ces entretiens qui n'étaient jamais organisés, il n'y a pas d'ordre du jour, venait sur l'antisémitisme ou sur Israël ou sur, je dirais, les questions liées au judaïsme. Et plus ça allait, et plus le vieil homme s'affirmait extrêmement juif et extrêmement préoccupé en tant que juif. Mais c'était très, très, très palpable. Oui. Je n'ai pas envie de dire qu'à la fin, il ne parlait plus que de ça, mais c'était devenu obsessionnel. Je crois que ce qui l'a marqué, en plus de ce que vous a dit Ariel Goldman, ce qui l'a marqué, c'est qu'il n'était pas poursuivi pour lui que ça recommence. Il avait le sentiment, il l'a dit 2 ou 3 fois d'ailleurs, qu'il y a eu une parenthèse entre la fin du mur de Berlin et en gros le 11 septembre, où on pensait que l'universel avait gagné, que les droits avaient gagné, que la mémoire avait gagné, et que s'ouvrait pour l'humanité une nouvelle ère. En réalité,
Ça aurait été donc une parenthèse très courte de la fin du XXe siècle et dans l'entrée du XXIe siècle. Et ce qu'on a tous vu devant nos yeux, en France et puis ailleurs, la résurgence des populismes, l'explosion de l'antisémitisme, la détestation d'Israël, qui lui était un point qui le souciait beaucoup. C'est quelque chose, je pense, qui l'a empli d'un chagrin infini sur la fin de sa vie. Parce que je pensais qu'il s'est vécu pendant un moment donné en ayant laissé aux générations futures un héritage de droits et d'outils qui devaient nous prémunir de ce que lui avait vécu enfant et qu'il voyait revenir. Voilà. Donc je pense que c'est une fin de vie extraordinairement triste qu'il a vécue et il était de plus en plus meurtri par cela. L'antisémitisme au cœur de tout, mais pas que, je vous le dis, les populismes, le relativisme absolu qui gagne partout. Et dans ce maelstrom, la détestation d'Israël qui le préoccupait énormément. Il faut que je vous dise, Patrick Lugman, que Sylvain Attal a démarré chez nous une émission il y a 2 mois et ça devait être Robert Badinter qui devait être le premier invité pour inaugurer cette nouvelle émission. L'enregistrement était prévu et puis Robert Badinter a annulé le matin même. Il était apparemment déjà fatigué et on sentait également que le 7 octobre lui pesait évidemment comme à nous tous, mais terriblement, et que lui qui était le grand spécialiste des mots, voulait à la fois parler, il avait accepté l'invitation de RCJ et de Sylvain Attal, et en même temps, étant déjà fatigué, on avait l'impression qu'il craignait de ne pas être à la hauteur de ce qu'il avait toujours été. Et ça aussi, c'est triste. Mais je vous dire, je voudrais qu'on se lance un défi ensemble, Sandrine, tout à l'heure. Robert avait publié, peut-être c'est un de ses derniers livres, ça doit être l'avant-dernier, qui était un recueil de pièces de théâtre. Oui. Dans ce recueil qui s'appelle Théâtre 1, un recueil, il y a 2 pièces merveilleuses, dont une qui s'appelle Les briques rouges du ghetto de Varsovie. Oui. Et j'étais allé le voir et je dis Robert, il faut monter cette pièce. Il me dit mais je n'y arrive pas. Et je dis Robert, je vais monter cette pièce, je vous le promets. Il dit mais mon cher ami, vous êtes comme moi, vous n'êtes pas un homme de théâtre. J'ai fait le tour de Paris et j'ai dit Robert, nous allons monter cette pièce. Alors voilà, Sandrine, moi j'ai un petit peu avancé, mais je voudrais est sur RCJ, on a appris ensemble cela. Je voudrais, s'il vous plaît, que vous m'aidiez. Avec tout le réseau, bien sûr, du Fonds social, est-ce qu'on fasse cette promesse que j'avais faite à Robert Badinter? Je sais que ça lui tenait énormément à cœur, cette pièce magnifique, que nous la montions et que nous la montions à sa mémoire. Eh bien, écoutez, l'engagement est pris, Patrick, et évidemment, il va falloir faire beaucoup de choses pour sa mémoire. On va être ensemble là jusqu'à 12h. Ensuite, la rédaction est en train de préparer une édition spéciale jusqu'à 12h30. 12h30, vous retrouverez de manière plus courte l'émission initialement prévue de l'Air du Temps avec Marc Wielinski. Et à 13h, je vais vous proposer de réécouter l'une des dernières interviews pour RCJ de Robert Badinter. J'avais eu l'honneur d'être dans son bureau compagnie de Josiane Savigno et nous avions parlé justement de ces pièces de théâtre que vous venez d'évoquer, Patrick Lugman. Merci beaucoup, Patrick, d'avoir évoqué avec nous la mémoire de Robert Badinter. Merci. À bientôt. Nous avons donc appris il y a 20 minutes à peine la mort à l'âge de 95 ans de Robert Badinter, tour à tour avocat, professeur de droit, militant, ministre, président du Conseil constitutionnel, sénateur, écrivain, légende vivante, comme le soulignait l'un des Dominique Messica et Maurice Safran, qui avait écrit Robert Badinter, L'homme juste. C'était aux éditions Talendier, c'était l'une des dernières biographies de Robert Badinter. Ils écrivaient que Robert Badinter est cet homme qui a marqué l'histoire de la justice française par ses combats. Un exemple pour beaucoup encore, à tel point que cette icône du droit est devenue une légende vivante. Dans ce livre, il raconte
raconter la vie de Robert Badinter, ses combats également, son parcours politique, la vision de l'homme, cette figure tutélaire de la gauche, et puis également sa passion pour le théâtre et ses dernières pièces qu'il avait récemment publiées. Ses passions également dans cette biographie, la passion notamment pour Victor Hugo et pour cet homme incroyable qu'il était, un grand homme de lettres. Il a même rédigé un opéra. Après cette longue vie de combat, Robert Badinter, Patrick Lugman nous le disait il y a un instant, restait un homme qui s'intéressait au monde qui l'entoure. Il n'hésitait pas encore à donner de sa personne, à s'indigner, à combattre encore et toujours l'injustice et à réagir aux images et aux propos que certains peuvent aujourd'hui encore tenir. L'homme juste, c'était le titre, l'homme indigné aussi, une conscience morale, un des plus illustres serviteurs de la France, de l'abolition de la peine de mort à la dépénalisation également de l'homosexualité. Il aura été de ceux qui font avancer l'histoire. Sur les réseaux sociaux, il y a d'ores et déjà, évidemment, sur Twitter, beaucoup de réactions. Je vais vous en citer quelques-unes. Robert Badinter a été un pilier de la vie politique française, un juriste de talent qui aura marqué son empreinte indélébile le paysage politique français, né en 1928 et décédé donc cette nuit. Robert Badinter, qui vient de nous quitter, aura toute sa vie combattu la peine de mort et les collaborateurs du régime nazi. Il était également interviewé il y a 2 ans, en même temps quasiment que sur RCJ chez nos confrères d'Academ. Et il était revenu avec eux, pour eux, dans une interview sur ce scandale judiciaire majeur du XXe siècle, l'acquittement à ce moment-là de René Bousquet. Robert Badinter, que vous retrouverez donc tout à l'heure à 13h sur RCJ dans l'une de ses dernières interviews. C'était en compagnie de Josiane Savigno. On va marquer une courte pause et juste après, nous allons retrouver un journal, une édition spéciale présentée par Elsa Pariente et Margot Siffer. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות? איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות? למרגלות ההר נולד ליד הנחל בחורף שם בין ערבות בוכיות, בקיץ בנורות פצעי המים נפשו שילח על פני הנחל. 11h55 sur RCJ, édition spéciale qui va se poursuivre dans quelques instants. RCJ vous a annoncé il y a 25 minutes maintenant la mort de Robert Badinter à l'âge de 95 ans. Les réactions évidemment se multiplient. Vous avez pu entendre il y a quelques instants maître Ariel Goldman et maître Patrick Lugman. Pour Jacques Attali, je cite: avec Robert Badinter, la France perd un géant, immense juriste, avocat et homme d'État. Je perds un ami intime, accompagnant de luttes, de victoires, de conversations littéraires et de moments intenses. Jonathan Arfi également s'est exprimé: avec la disparition de Robert Badinter, la France perd l'une de ses dernières grandes consciences morales. Écoutez bien, Robert Badinter nous quitte symboliquement un 9 février, date anniversaire de la rafle de la rue Sainte-Catherine à Lyon, où le 9 février 1943, son père fut arrêté avant d'être déporté. Son engagement inlassable pour la justice, écrit Jonathan Arfi, prenait sa source dans la fidélité à la mémoire des siens disparus durant la Shoah. Profondément français, résolument juif, Robert Badinter avait plus que quiconque la passion de la République.
Robert Badinter, orphelin de la Shoah, écrit Frédéric Ancel, sauvé de justesse, fut immense comme avocat, comme républicain et comme humaniste. Dans quelques instants, vous allez retrouver la rédaction de RCJ, Elsa Parienté et Margot Siffer, qui reviendront sur la disparition de Robert Badinter. Et puis ensuite, à 13h, c'est la dernière interview que Robert Badinter nous avait accordée à RCJ, que vous allez pouvoir réécouter. Pardon évidemment à toutes les émissions qui étaient prévues normalement aujourd'hui, mais vous comprenez bien que c'est clairement l'une des nouvelles pour lesquelles nous bousculons et annulons tous les autres programmes. Et eh bien la Fondation pour la mémoire de la Shoah, il y a tout juste une heure, alors même que le décès de Robert Badinter n'était pas encore connu, sortait comme tous les jours ce tweet où ils disent, c'est un tweet qui s'intitule « Ce jour-là » et où ils font eh bien, un rappel historique de ce qui s'est passé ce jour-là. Et ce jour-là, donc il y a 81 ans, 86 juifs, dont le père de Robert Badinter, présents dans le local de l'UGIF, rue Sainte-Catherine à Lyon, sont raflés par la Gestapo, dirigée alors par Barbie. Sur les 80 déportés, seuls 4 reviendront des camps, dont 2 qui témoigneront au procès Barbie en 1987. Pour Jean-Michel Blanquer, ancien ministre de l'Éducation nationale, nous perdons un grand homme, Robert Badinter, de l'abolition de la peine de mort à l'hommage à Samuel Paty, présent pour toutes les causes humanistes et pour tous les combats de la République. Les entretiens avec lui avaient la luminosité que donne un cap sûr, généreux et clair. Dans quelques instants, donc, l'édition spéciale avec Margot Siffer et Elsa Parienté. Pardon, il y a des matins comme ça où certaines nouvelles sont plus dures à annoncer que d'autres. Et la disparition de Robert Badinter est clairement pour nous, même à l'âge de 95 ans, un choc et une tristesse absolue. Dans quelques instants, Elsa Parienté et Margot Siffer pour une édition spéciale. RCJ. Transmettre votre patrimoine en favorisant des actions solidaires en France et en Israël, c'est possible grâce au Fonds social juif unifié. Je m'appelle Sarah. Toute ma vie, j'ai eu à cœur d'aider mon prochain. Et j'aimerais que ça continue quand je ne serai plus là. L'équipe dédiée au legs m'a très bien informée et m'a aidée dans ma démarche au mieux de mes intérêts. Ainsi, le moment venu, je sais que mon legs sera affecté selon mes dernières volontés. Le FSJU vous accompagne. Contactez Elena Athias au 01 42 17 10 55. 01 42 17 10 55. Bonjour, je suis le grand rabbin Olivier Kaufmann. Prenons le temps, tous les vendredis à 11h, de penser ensemble le judaïsme sur RCJ. Vous avez entre 18 et 40 ans et vous souhaitez vous rendre utile auprès des kibboutz et des populations en Israël pendant les vacances d'hiver ? Participez au voyage de solidarité du FSJU Volontiers avec un programme de volontariat agricole et de bénévolat dans les centres d'accueil d'urgence en Israël. Prochain voyage du 13 au 20 février en partenariat avec Taglit Onward. Informations et réservations auprès de Sephora au 07 57 90 47 85 ou par email fsjuvolontiers@fsju.org. FSJUVOLUNTEER@fsju.org. Ce programme est subventionné par le FSJU et Taglit Onward. RCJ Midi, édition spéciale. Merci d'être avec nous, édition spéciale depuis 11h30. Toute l'équipe de RCJ a modifié évidemment ses programmes. Robert Badinter est mort, Elsa Parienté, rédactrice en chef de RCJ, et Margot Siffer, vous m'avez rejoint dans ce studio. On commence avec vous, Margot Siffer. Comment pouvoir résumer en quelques mots la vie de Robert Badinter ? Quelques rappels néanmoins.
Oui, tout à fait, Sandrine. C'est un pan de l'histoire qui s'éteint. On l'a appris donc il y a 1 heure, vous l'avez dit. Robert Badinter est décédé à l'âge de 95 ans. Il était né à Paris en 1928 de parents naturalisés, à la volonté farouche de s'intégrer à la société française et de faire sienne des traditions. Caché en Savoie de 1943 à 1945, Robert Badinter, sa mère et son frère Claude reviennent à Paris à la Libération. Il s'inscrit alors en fac de sociologie, puis de droit avant le barreau de Paris en 1951. À l'âge de 23 ans, où il débute sa carrière comme collaborateur d'Henri Torres. Il réussit ensuite l'agrégation de droit en 1965 et se spécialise en droit pénal puisqu'il n'a de cesse de pourfendre la peine capitale. Le procès le plus célèbre où il est intervenu reste certainement celui de Patrick Henry, le meurtrier d'un garçon de 7 ans. C'était en 1976. Grâce à sa plaidoirie contre la peine de mort l'année suivante, il sauve sa tête et Patrick Henry est alors condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. 4 ans plus tard, Robert Badinter est nommé ministre de la Justice par François Mitterrand. On est alors en 1981, année où la peine de mort fut abolie après un vibrant discours devant le Parlement. Je vais le citer. Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain, grâce à vous, il n'y aura plus pour notre honte commune d'exécutions furtives à l'aube sous le dénoir dans les prisons françaises. Demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées, avait-il lancé aux députés. À la tête du ministère de la Justice, il veillera aussi à abolir les dispositions de notre droit qui discriminent encore les homosexuels. J'ai toujours eu horreur des lois d'exception, admettait-il. Robert Badinter avait aussi été président du Conseil constitutionnel et sénateur des Hauts-de-Seine. Merci Margot Siffer. Le président de la République Emmanuel Macron vient de réagir sur X, ancien Twitter, en déclarant « Avocat, garde des Sceaux, homme de l'abolition de la peine de mort, Robert Badinter ne cessa jamais de plaider pour les Lumières. Il était une figure du siècle, une conscience républicaine, l'esprit français. » Elsa Barrienté, de nombreuses réactions évidemment depuis maintenant un peu plus de 30 minutes qu'a été connue cette information sur le décès de Robert Badinter. En effet, elle se succède sur les réseaux sociaux. On commence avec Pierre Moscovici, président de la Cour des comptes, qui évoque Robert Badinter, qui fut un immense avocat, je cite, un grand juriste, un homme de mémoire marqué par la Shoah, un Européen engagé, un humaniste accompli. Il restera à jamais le garde des Sceaux de l'abolition de la peine de mort et un grand président du Conseil constitutionnel. Chapeau bas. Jean-Michel Blanquer, ancien ministre de l'Éducation nationale, évoque quant à lui le fait de perdre un grand homme, Robert Badinter, de l'abolition de la peine de mort à l'hommage à Samuel Paty, présent pour toutes les causes humanistes et pour tous les combats de la République. Les entretiens avec lui avaient la luminosité que donne un cap sûr, généreux et clair. Patrick Kanner, ancien ministre et président du groupe socialiste au Sénat, ce sont ces mots. Merci Monsieur Badinter, merci pour l'empreinte indélébile que vous aurez laissée dans notre histoire collective. Merci pour la justesse de vos mots et de vos engagements. Ils continueront à nous guider à chacun de nos pas. Et bien sûr, les institutions juives. On a eu tout à l'heure Ariel Goldman, président du FSJU, Jonathan Arfi, président du CRIF, s'est quant à lui exprimé sur X. Avec la disparition de Robert Badinter, écrit-il, la France perd l'une de ses dernières grandes consciences morales. Robert Badinter nous quitte symboliquement un 9 février, date anniversaire de la rafle de la rue Sainte-Catherine à Lyon, le 9 février 1943, au cours de laquelle son père fut arrêté avant d'être déporté. Son engagement inlassable pour la justice prenait sa source dans la fidélité à la mémoire des siens disparus durant la Shoah. Profondément français, résolument juif, Robert Badinter avait plus que quiconque la passion de la République. D'autres réactions politiques, celle de Benoît Payan, le maire de Marseille. La France perd un homme d'état d'exception, un justicier des droits de l'homme qui a fait abolir la peine de mort. Robert Badinter a gravé son nom à jamais dans la grande histoire de notre pays. Mon émotion est grande. Merci Monsieur Badinter, la République vous doit tant. Mais également Jacques Attali avec Robert Badinter. La France perd un géant, un immense juriste, avocat et homme d'état. Je perds un ami intime, un compagnon de lutte, de victoire, de conversations littéraires et de moments intenses. Et il y a évidemment un moment que vous avez évoqué, Margot, très marquant, c'est celui de ce discours à l'Assemblée nationale pour l'abolition de la peine de mort dont on va écouter un extrait tout de suite sur RCJ. J'ai l'honneur de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Le débat qui s'engage aujourd'hui devant vous est d'abord un débat de conscience et qu'il engage en effet chacun d'entre vous. L'abolition regroupe autour d'elle depuis 2 siècles des femmes et des hommes de
toute la classe politique, et bien au-delà de la classe politique, de toutes les couches et de toutes les classes de la nation. Vous remarquerez que l'abolition en tant que telle a toujours été une des grandes causes. Je veux dire, force de changement, force de progrès, parfois force de révolution, mais celles qui en tout cas font avancer l'histoire. À l'instant, c'était la voix de Robert Badinter, Elsa Pariente. Tout à fait, Sandrine, et les réactions qui continuent à se succéder sur les réseaux sociaux. Évidemment, Robert Badinter, dont on sait évidemment le lien marquant avec la Shoah, mais également cet engagement pour les droits humains. Gabriel Attal, Premier ministre, vient de réagir sur X. Toute sa vie, il a fait tonner la voix de la justice. Homme de droit et de valeur, avocat, ministre, homme d'État, Robert Badinter nous a quittés. Depuis les prétoires jusqu'aux tribunes de l'Assemblée nationale et du Sénat et au Conseil constitutionnel, il aura consacré chaque seconde de sa vie à se battre pour ce qui était juste, à se battre pour les libertés fondamentales. L'abolition de la peine de mort sera à jamais son legs pour la France. Nous lui devons tant. Nos droits et nos libertés lui doivent tant. Je pense à sa famille, je pense à ses proches. Notre douleur est immense. Le pays des Lumières perd l'un de ceux qui a continué à les faire briller. Ce sont les mots de Gabriel Attal, Premier ministre. Vous avez rappelé ceux d'Emmanuel Macron qui a posté une photo avec Robert Badinter. On sent l'émotion qui touche tout le monde. On sent aussi tous les partis politiques qui réagissent, qui postent une photo, même Adrien Quatennens aussi a posté un message aujourd'hui. Les avocats qui sont très marqués, même de la nouvelle génération. Je vois Rachel Fleur-Pardo qui évoque à l'instant la justice française qui n'est plus une justice qui tue. Les mots de Robert Badinter à la tribune de l'Assemblée nationale. On va également retrouver à un moment un extrait de Robert Badinter sur notre antenne d'RCJ qui est intervenu à plusieurs reprises à votre micro, Sandrine Seban, à celui de Josiane Savigno, mais également avec Laurence Goldman et on va effectivement passer un extrait, un extrait de cette interview et vous écouterez l'interview complète tout à l'heure à 13h. Comme vous l'avez compris, nous réalisons cette édition spéciale en même temps que nous vous parlons et on écoute donc un extrait de cette interview que j'avais eu le plaisir, l'honneur de réaliser avec Josiane Savigno, c'était il y a tout juste 2 ans. Ceux qui croient à la valeur dissuasive de la peine de mort, ceux-là méconnaissent la vérité humaine. La passion criminelle n'est pas plus arrêtée par la peur de la mort que d'autres passions ne le sont, qui celles-là sont nobles. La peur de la mort n'a jamais arrêté d'autres passions. Et si la peur de la mort arrêtait les hommes, eh bien, vous n'auriez pas, à la minute où nous sommes, ni grands soldats, ni grands sportifs. Nous les admirons, mais ils n'hésitent pas devant la mort. D'autres, emportés, n'hésitent pas non plus. Seuls pour la peine de mort, on invente l'idée que la peur de la mort retient l'homme dans ses passions extrêmes. Ce n'est pas exact. Et puisque vous avez prononcé tout à l'heure le nom de 2 condamnés à mort et de 2 exécutés, je vous dirai pourquoi. Est-ce que plus qu'aucun autre, je sais qu'il n'y a pas dans la peine de mort de valeur dissuasive. Sachez bien que dans la foule qui à Troyes criait au passage de Buffet et de Bontemps autour du palais de justice « À mort Buffet, à mort Bontemps !» se trouvait un jeune homme qui s'appelait Patrick Henry. Croyez-moi, à ma stupéfaction quand je l'ai appris, j'ai compris ce que ce jour-là pouvait signifier, la valeur dissuasive de la peine de mort. Toujours à propos de votre père, quand vous parlez du sentiment d'abandon qu'il a eu de la France, qu'il portait si haut pendant l'occupation, et premièrement, il n'a pas songé à partir à l'étranger. Écoutez, mon père vivait dans l'illusion qu'il partageait, dans les illusions qu'il partageait avec beaucoup de Français et notamment de Juifs. L'armée française était invincible pour lui, la ligne Maginot infranchissable. Il n'était pas question une seconde
que la France et les Alliés ne gagnent pas la nouvelle guerre. Et on vivait dans cette conviction. Et dans les lycées, je décris la scène de la remise des prix à la fin de l'année. Moi, j'ai été élevé ici, dans le lycée parisien, dans cette atmosphère de culture patriotique, avec cette spécificité complètement perdue de vue aujourd'hui, pas propre aux Juifs, mais dans ce temps, aujourd'hui, quand vous regardez vos fils, vous ne vous dites pas « il est grand, il va partir au service militaire ». La guerre, l'obsession de la guerre. 1 300 000 morts en 14-18 et combien de blessés invalides. Ce sont les fils. Les mères voyaient leurs fils en se disant « mon Dieu ». Et les pères avaient des pensées aussi à cet égard. Ça n'existe plus. Un des facteurs profonds de l'égalité femmes-hommes aujourd'hui tient au fait que vous ne regardez pas vos fils en vous disant « il va mourir à la guerre à 25 ans ». C'était une pensée qui hantait littéralement les générations antérieures. Les femmes avaient des destins cruels, mais pas ce destin funeste, cette mort qui attendait les jeunes dès l'instant où la guerre éclaterait. Alors, je reviens à mon père. Mon père était confiant, convaincu que... Alors, il avait fait la guerre de 14, il avait été blessé en Russie. Bon, très bien, si je puis dire. Et il revivait la guerre, il imaginait la guerre à venir comme celle qu'il avait vécue, longue durée, etc. Bon, à partir de là, l'effondrement a été total. C'est son monde qui s'est écroulé en juin 40. Pas seulement l'armée française, pas seulement la ligne Maginot qu'on a tournée, pas seulement les millions de réfugiés sur les routes, c'est son monde. La République s'est écroulée, a disparu, et tout de suite, on ne le dira jamais assez, c'est inouï de penser, c'est pour ça que j'ai tenu à mettre la législation anti-juive et allemande et française. C'est inouï de penser, en juillet 40, dans quel état est la France? Près de 2 millions de soldats prisonniers, des réfugiés sur toutes les routes, ces routes détruites, les chemins de fer ne fonctionnant plus. Tout. Il fallait s'occuper d'eux. Et bien, qu'est-ce qu'on fait? On fabrique à Vichy des lois contre les étrangers, contre les juifs. Tout de suite, 20 juillet, première loi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et vous savez, c'est très difficile, moi, pour l'avoir vécu, ne l'avoir jamais oublié, mais j'imagine ce que ça a été pour mon père, qui était de naturel réservé. C'était sa façon à lui de vivre, il ne se plaignait pas. Eh bien, remettre les clés de l'entreprise qu'on a créée, un commissaire gérant nommé par le commissariat aux questions juives, être dessaisi, dépouillé. Il faut aller à la fin du mois chercher une petite indemnité qu'il veut remettre dédaigneusement, pas toujours courtoisement, parce que quoi? Et il y a des choses Geschäft sur les Paris, les affiches, et entreprises juives. Mais pourquoi? Mon père, son monde s'est écroulé. Et il n'a pas été le seul. Je voudrais qu'on revienne à votre grand-mère. Ils disent qu'il va voir tout ça. Elle va suivre et elle va vivre tout cela. Et vous le dites à plusieurs reprises, c'est d'ailleurs extrêmement émouvant, vous dites qu'elle est illettrée. Et comme elle est illettrée, eh bien, elle n'arrive pas à lire. Alors, il y a des passages qui sont sublimes quand elle écoute sa fille Charlotte qui déclame du Racine. Ouais. On voit cette femme qui est probablement très, très intelligente et qui apprécie cette langue. Et bien plus tard, elle va se faire traduire ce qui est sur les affiches pour essayer de comprendre, et elle va souffrir de cet illettrisme toute sa vie. Oui. Il faut se souvenir qu'elle naît du temps du tsar Alexandre III, était un antisémite farouche, et que dans l'immense empire russe, et notamment dans les Yiddish-Land, les filles, leur éducation était seconde, pour pas dire oubliée. Elles apprenaient des bacs d'hébreu, elles parlaient couramment. Ma grand-mère yiddish, elle parlait couramment, évidemment le yiddish,
le russe aussi, un russe qui n'est probablement pas celui de Tolstoï, mais le français, elle avait assimilé, absorbé les mots de la vie quotidienne, et ça lui donnait un langage particulier, complexe, multilingue. Mais elle se faisait comprendre parce qu'elle était gentille. Alors, elle plaisantait de celle d'elle-même. Mais moi, je sais qu'elle en souffrait. Et c'est pour ça que la revanche chez ces juifs immigrés, première génération, c'est les enfants, le succès des enfants, les études. Toujours. N'est-ce pas ? Il faut mesurer que ce monde-là, c'était le savoir, la première richesse. Et que vous étiez élevé dans cette conviction. Et par conséquent, celui qui était premier de la classe ou bon au classe, il honorait, au sens le plus fort du terme, toute la famille. Et c'est pourquoi les distributions de prix, mon frère en avait beaucoup, moi j'en avais quelques-uns, mais les distributions de prix étaient de telles récompenses, pas seulement pour les enfants, c'était les parents qui venaient assister à ce qu'était le triomphe de leur rêve enfin réalisé. Cette idée-là, qui est très, très, très enracinée, je pense, dans l'esprit juif, le savoir, l'erne, par-dessus tout. Et vous savez, des proverbes qui disent ce que tu as dans la tête, tu es sûr de l'emmener avec toi. Personne ne peut te l'enlever. Voilà, ça, c'est très beau. Mais peu importe, c'était ça. Et les vraies gloires, c'était pas les richissimes juifs, on l'admirait, mais ceux qu'on révérait, avec la nuance de sacré qu'il y a là, c'était les professeurs, les prix Nobel. C'était Freud, les comptes, c'était Bergson en France. C'était ça, les gloires du judaïsme. Beaucoup plus que même la famille Rothschild, qui était légendaire. Je tiens à marquer un jour, Pierre Lazareff, un soir, au dîner annuel de l'époque, c'était le FSJU encore, peu importe, et il a dit, Pierre Lazareff, vous savez, moi, quand j'étais petit garçon, on parlait toujours chez moi, les Rothschild, et je croyais que vous étiez les rois de Chine. C'est magnifique, nos amitiés, les Rothschild nous écoutent. Josiane Savigno. Mais alors, justement, je parle encore de votre père. Donc, il est mort, il avait 48 ans en camp. Ouais. Et vous-même, vous n'avez jamais songé à quitter ce pays qui avait envoyé votre père à la mort? Je rappelle que mon père a été arrêté à Lyon, dans la rafle de la rue de Sainte-Catherine, par Barbie. Barbie a fondu sur ce qu'était à l'époque. Vous voyez, j'ai eu tout ça par la suite. C'était Barbie, mais ça aurait pu être un Français. Les Français ont envoyé. Oui, mais j'attache beaucoup d'importance au fait que ce soit Barbie. Parce qu'au moment du procès, j'ai reçu du procureur général un certain nombre de documents que j'ignorais complètement à cette époque-là. Et dans une lettre de Barbie adressée à la Gestapo à Paris, il dit expressément ceci: le centre de l'UGIF est en réalité, derrière son apparence de bienfaisance, une organisation dans laquelle on place les enfants juifs, on essaye d'en faire franchir. On était à ce moment-là à Lyon, la frontière suisse. Je vais mettre bonne ordre avec tout ça. Et si, sauf contre ordre de votre part, j'entends faire une descente, arrêter tout le monde. Et c'est là, c'est sur le lendemain, que mon père est arrêté. Je ne peux pas dire il a été arrêté par la police française. La voix de Robert Badinter, disparu donc cette nuit à l'âge de 95 ans et qui est disparu le jour anniversaire justement de l'arrestation de son père. Une édition spéciale sur RCJ depuis 11h30 et jusqu'à 13h avec à mes côtés Elsa Pariente et Margot Siffer. Et nous sommes en ligne avec Noël Lenoir. Noël, bonjour.
Bonjour. Ancienne ministre des Affaires européennes, maître Noëlle Lenoir, qu'on a le plaisir également de retrouver sur cette antenne tous les jeudis. On a eu plusieurs avocats depuis ce matin. Noëlle Lenoir, je voulais évidemment vous donner la parole pour que vous puissiez bien nous dire quelle image, quel souvenir vous garderez de Robert Badinter. Alors d'abord, je l'ai beaucoup connu lorsque je suis rentrée au Conseil constitutionnel, dont il était le président en mars 92. Jusqu'à la fin de son mandat de président du Conseil constitutionnel en 95. Et c'est surtout sous cet angle-là que je peux dire toute l'admiration que j'ai sur ce qu'il a fait et ce qu'il était, c'est-à-dire un personnage historique déjà durant son vivant. Alors si on regarde son bilan au regard de la juridiction constitutionnelle française, il a essayé et partiellement réussi à élever le statut du Conseil constitutionnel, qui n'est encore qu'un conseil, mais comme une cour. D'abord, il a créé l'association des cours européennes constitutionnelles, qui était une façon de s'insérer dans la collectivité des juges des cours suprêmes au niveau européen. Il a entretenu des relations très étroites avec les plus grands juges du monde, notamment Aaron Barak, l'ex-président de la Cour suprême d'Israël, qui est maintenant le juge ad hoc dans l'affaire Afrique du Sud contre Israël de la Cour internationale de justice, et surtout Stephen Breyer, ancien juge de la Cour suprême des États-Unis, avec lequel il a écrit des ouvrages. Donc, un très grand président du Conseil constitutionnel qui a élevé le statut de cette juridiction, même si il n'a pas réussi à convaincre totalement de faire adopter la question prioritaire de constitutionnalité qui permet à toute personne, et pas seulement aux parlementaires, de saisir le Conseil constitutionnel pour faire éventuellement déclarer l'inconstitutionnalité de dispositions de loi en vigueur. Il l'a proposé, François Mitterrand était séduit, et puis finalement, ça n'a pas débouché, mais c'est quand même lui qui a été un peu derrière cette réforme. Le deuxième point, c'est que c'était vraiment un vrai homme de gauche. Je dois dire que déjà à l'époque, j'avais quelques parfois visions différentes. Il n'était pas très très sécuritaire, j'y étais un petit peu plus déjà. Et donc, mais il s'entourait de l'avis de grands juristes très engagés comme Guy Carcassonne, comme Mireille Delmas-Marty. Enfin, c'était vraiment un homme de gauche au sens vrai du terme. Également d'autres grands juristes comme Bruno Cotte. Et là, je pense que c'est aussi l'image qu'on gardera de lui, avec bien entendu l'abolition de la peine de mort, dont il a été un fervent défenseur pendant très très longtemps. Mais moi, ce qui restera de lui, c'était un homme assez sévère, même si lorsque j'étais membre du Conseil constitutionnel, l'atmosphère était très familiale. C'est vrai que j'avais à peu près 30 ans de moins que le plus jeune membre du Conseil à l'époque. C'était une atmosphère très agréable, il était très libéral, on avait la possibilité de s'exprimer vraiment très librement. Mais pour moi, c'est quand même l'homme engagé par son œuvre écrite et par son don oratoire, un peu à la Victor Hugo. Et de son œuvre écrite, pour finir, je retiendrai trois ouvrages. La justice de Vichy, qui est vraiment un travail de recherche et même de vulgarisation extrêmement important. Le Condorcet, c'est-à-dire les fondements de l'universalisme républicain, qui est tellement battu en brèche aujourd'hui, qu'il a écrit avec son épouse Elisabeth Badinter, et puis aussi l'ouvrage sur sa grand-mère, Idis. Alors ça, je trouve que c'est fantastique parce que il a découvert le destin de cette femme et il a fait des recherches. Enfin, c'est vraiment Robert Badinter, une personnalité hors norme qui est à l'honneur de la France et aussi de nos valeurs. Donc, je salue sa mémoire avec beaucoup d'émotion. Comme nous tous. Merci beaucoup, Noëlle Lenoir, ancienne ministre des Affaires européennes et évidemment avocate. On a eu vraiment beaucoup d'avocats ce matin qui témoignent tous de l'engagement et de la figure absolument tutélaire que représente pour les avocats Robert Badinter. On va avoir dans quelques instants Aurélien Veil, avocat, lui aussi, petit-fils de Simone Veil. Avant cela, Margot Siffer, avec vous, nous allons revenir sur le parcours de Robert Badinter.
Oui, Sandrine, c'est un pan de l'histoire qui s'éteint. On l'a appris donc il y a 1 heure. Robert Badinter est décédé à l'âge de 95 ans. Il était né à Paris en 1928 de parents juifs de Bessarabie, naturalisés 3 mois avant sa naissance, à la volonté farouche de s'intégrer à la société française et de faire sienne des traditions. Robert Badinter a vécu dans sa chair l'antisémitisme caché en Savoie de 1943 à 1945. Lui, sa mère et son frère Claude reviennent à Paris à la Libération. Il s'inscrit alors à la fac de sociologie, puis la fac de droit avant le barreau de Paris en 1951, à l'âge de 23 ans où il débute sa carrière comme collaborateur d'Henri Torres. Il réussit ensuite l'agrégation de droit en 1965 et se spécialise donc en droit pénal puisqu'il n'a de cesse de pourfendre la peine capitale. Le procès le plus célèbre où il est intervenu reste certainement celui de Patrick Henry, le meurtrier d'un garçon de 7 ans. C'était en 1976 et grâce à sa plaidoirie contre la peine de mort l'année suivante, il sauve sa tête et Patrick Henry est alors condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. 4 ans plus tard, Robert Badinter est nommé ministre de la Justice par François Mitterrand. On est alors en 1981, année où la peine de mort fut abolie après un vibrant discours devant le Parlement. Je vais le citer. Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain, grâce à vous, il n'y aura plus pour notre honte commune d'exécutions furtives à l'aube sous le dé noir dans les prisons françaises. Demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées. Voilà, ce sont ces mots devant les députés. À la tête du ministère de la Justice, il veillera aussi à abolir les dispositions de notre droit qui discriminent encore les homosexuels. J'ai toujours eu horreur des lois d'exception, admettait-il. Robert Badinter était un homme aux 1000 vies. Il avait aussi été président du Conseil constitutionnel, sénateur des Hauts-de-Seine et président à la Fondation des Amis de Victor Hugo. Merci Margot Siffer. Elsa Pariente, nous sommes en ligne à présent avec Aurélien Veil. Aurélien Veil. Oui, bonjour. Bonjour Aurélien, avocat, normalien, chroniqueur sur cette antenne de RCJ. On le dit pas à chaque fois, mais là, vous comprendrez pourquoi on se permet aussi de rappeler que vous êtes le petit-fils de Simone Veil. Elsa Pariente vous pose la première question. Bonjour Aurélien, on voulait évoquer aussi avec vous ce lien à la justice qui puisait peut-être aussi éventuellement dans son histoire personnelle. On rappelle qu'aujourd'hui, c'est il y a 81 ans jour pour jour que 86 juifs, dont le père de Robert Badinter, présent dans le local de l'UGIF, rue Sainte-Catherine à Lyon, étaient raflés par la Gestapo. Robert Badinter était une figure unique dans l'histoire de la République, unique dans l'histoire du monde juif. Il est l'un des derniers grands témoins, je pense. Il était lui-même enfant caché, Margot Siffer l'a rappelé. Il était l'incarnation de la justice, un attachement aussi des Juifs à la République, un attachement qu'il ne faut pas perdre, un attachement qui était lié au sens de l'État, un État qui l'a servi d'abord comme auxiliaire de justice. Les avocats sont auxiliaires de justice. Robert Badinter a su lier son identité juive à son sens de l'État, à son besoin de justice, aussi aux réalités contemporaines, puisque moi je suis avocat au barreau d'affaires et il a réussi ce lien du barreau d'affaires avec le reste du barreau parisien, avec le reste du barreau français, avec son combat pour la peine de mort. C'était un homme d'une extrême intelligence, d'une grande sensibilité. C'était un homme qui avait un sens des responsabilités. Cette responsabilité qui lui a fait lutter pour l'abolition de la peine de mort, cette responsabilité aussi qui lui a fait mettre un terme aux discriminations contre les homosexuels, la dépénalisation en tout cas des relations homosexuelles qui constituaient une intolérable atteinte aux libertés individuelles. C'est aujourd'hui une figure qui éclairer nos engagements en faveur de la République, nos engagements comme juifs en faveur du maintien de ce lien à la République, une République
de l'état de droit. Il a été aussi président du Conseil constitutionnel. L'état de droit qui défend les individus, l'état de droit qui assure la protection des minorités, l'état de droit qui garantit à chacun la protection contre l'arbitraire. Aurélien Weil, il y a quelques instants, Maître Jakubowicz a réagi en disant « Je suis pour la deuxième fois de ma vie orphelin », avec évidemment beaucoup d'émotions. On sent votre émotion aussi dans votre voix, Aurélien, à la fois comme, évidemment comme avocat, comme juif, comme français. Et puis, j'imagine que vous pensez aussi à votre grand-mère et à toutes les images que vous devez avoir d'elle avec Robert Badinter. Je pense aujourd'hui à cette ère des témoins qui se referme. Ils sont aujourd'hui peu nombreux. On fêtait il y a quelques jours l'anniversaire de Ginette Kalinka, Serge Klarsfeld. C'est un défi pour l'avenir. Et donc, évidemment, c'est un sentiment de responsabilité qui m'habite aujourd'hui, puisque nous devons, dans les troisième générations, prendre à notre charge la nécessité de lutter contre la haine, de lutter contre l'antisémitisme, de transmettre l'histoire juive, de transmettre l'histoire de l'humanité, cette histoire de l'humanité qui comprend cet événement apocalyptique qu'est la Shoah, dont la minoration aujourd'hui permet d'autres massacres. Et donc c'est aujourd'hui un sentiment de vertige qui m'habite effectivement, comme c'était le cas en juin 2017, puisque c'est aujourd'hui l'entrée à l'âge adulte en quelque sorte. C'était un vendredi aussi, votre grand-mère. J'avais eu la tristesse aussi de l'annoncer quasiment à la même heure. C'est incroyable. Et vous avez raison, Aurélien Weil, il nous quitte petit à petit. La charge sur nos épaules devient de plus en plus lourde avec cette peine et cette mission de transmission. Elsa, une dernière question à Aurélien. Ce sens de la justice aussi, la justice plus humaine de Robert Badinter, il y tenait beaucoup. C'est quelque chose qui fait écho aussi pour vous, Aurélien Weil? Aujourd'hui, j'en venais faire état lors de la dernière chronique. Aujourd'hui, j'ai la crainte que la République soit menacée par les extrêmes, d'un côté par la violence, de l'autre côté par une voie légaliste qui n'a pas caché son intention de modifier le contrat social, le contrat de l'État, notamment en bridant les pouvoirs du Conseil constitutionnel dont Robert Badinter a été une incarnation. Aujourd'hui, c'est cette République qui ne doit pas disparaître parce que les engagements de Robert Badinter nous obligent à notre tour. Et c'est-à-dire aussi dans cette justice, on a parlé dans la discussion du procès Papon et de la libération de Papon, j'étais plus sensible aux arguments de Serge Klarsfeld, plus rigoureux que ceux de Robert Badinter. Mais évidemment, les enseignements de son action doivent illustrer nos démarches quotidiennes, nos engagements et nos positionnements. Merci beaucoup, Maître Aurélien Weil, d'avoir témoigné en direct sur RCJ à la disparition de Robert Badinter. Merci. 12h34 sur RCJ. Nous sommes au cœur d'une édition spéciale jusqu'à 13h avec la rédaction de RCJ. Elsa Barrienté et Margot Siffer sont à mes côtés. Et de 13h à 14h, nous rediffuserons cette interview que nous avions réalisée ensemble. Josiane Savigno, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vais vous laisser librement, évidemment, nous dire quelle image, quel souvenir vous garderez de Robert Badinter. Grâce à vous, grâce à cette interview que nous avions partagée toutes les deux avec lui, on a des images relativement récentes, mais je le sais, vous le connaissez depuis de très, très nombreuses années. Mais oui, j'ai des souvenirs très anciens puisque au début de ma carrière de journaliste, j'étais chroniqueuse judiciaire au Monde. Et comme vous savez, Robert Badinter l'a relaté dans l'exécution. Il a été absolument scandalisé de voir que Claude Buffet avait entraîné dans la mort Bontemps. Il a été condamné à mort aussi, alors qu'il n'avait tué personne. Et l'exécution, pour lui, ça a été une chose atroce d'aller ce petit matin voir tuer un homme.
Et il avait donc fait de la peine de mort son combat absolu. Et donc, à l'époque, la peine de mort n'était pas abolie, mais la Cour de cassation était abolitionniste. Donc, vous savez, quand on veut trouver un vice de forme dans un résultat, on le trouve. Et donc, la Cour de cassation cassait tous les procès où les gens étaient condamnés à mort. Et Robert Badinter reprenait tous les dossiers. Et donc, j'ai fait une sorte de périple en France. Comme disait après, quand on se revoyait, on est des anciens combattants, parce que c'était à chaque fois des cours d'assises différentes, évidemment. Et donc, il avait repris tous ces dossiers. Et j'ai assisté à toutes ces plaidoiries assez exceptionnelles de Robert Badinter, qui interpellait les jurés un à un, en leur montrant bien que c'était pas un sondage, quoi, que c'était eux qui allaient décider de la vie d'un homme. C'était absolument poignant. Je me souviens qu'un jour, je crois que c'était à Toulouse, les gens ont été tellement bouleversés qu'ils ont applaudi, et ça c'était assez obscène, parce que dans une enceinte de tribunal, c'est pas un spectacle, hein, ce qui se passe. Mais donc c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel, et j'ai eu beaucoup de chance. On a eu beaucoup de chance, Sandrine, de l'interviewer, et j'ai eu beaucoup de chance de faire ça avec lui. Oh que oui, et c'est des images qui resteront gravées, c'est des moments d'histoire comme nous en apporte notre métier. Je voulais qu'on parle avec vous aussi, Josiane Savigno, de l'écrivain Robert Badinter. C'était quelqu'un qui avait la passion des lettres, la passion de l'écriture. On avait été très surprise aussi par ses pièces de théâtre. C'était quelqu'un qui avait la passion aussi de Victor Hugo. Qu'est-ce que ça a apporté en plus à sa pensée, peut-être, le fait d'écrire comme ça, et d'écrire des choses en dehors d'articles de loi ou de choses plus rigoureuses, plus sévères? Déjà, je dirais que son discours au moment de l'abolition de la peine de mort, c'est un morceau de littérature absolument magnifique. Mais ensuite, en effet, il a fait ce livre en hommage à sa grand-mère, qui est extrêmement touchant. C'est un livre qui m'a étonnée, parce que je ne pensais pas que Robert Badinter, autant le théâtre, autant s'intéresser à Oscar Wilde, autant Victor Hugo, comme vous l'avez dit, mais je ne voyais pas tellement enclin à la confidence. Et là, c'était une confidence extrêmement touchante, son livre sur sa grand-mère. J'ai très envie de le relire d'ailleurs maintenant. Oui, je pense qu'on va le relire tous ce Shabbat et ce week-end. Oui. Il avait une écriture comme ça, très, très particulière, et c'est rare aussi les hommes politiques qui ont à la fois une vie aussi intense au niveau politique, au niveau de ses combats aussi plus personnels, et qui en même temps prenaient le temps d'écrire comme ça, et des pièces de théâtre et d'autres choses. Mais il avait une écriture qui était comme lui, sèche et nerveuse. Parce que quand je dis sec, il n'était pas sec au sens sécheresse des sentiments, mais c'était un homme mince, vous voyez, un homme un peu sec comme physique, et son écriture était comme ça, une écriture précise, nerveuse, très belle, enfin pour moi très belle, parce que j'aime bien les écritures comme ça qui ne s'épanchent pas trop, qui sont nettes. Merci beaucoup, je crois qu'on a perdu le... Vous êtes encore avec nous, Josiane? Oui, bien sûr, voilà. Je suis avec vous. Je suis tout à fait avec vous. Vous me disiez une écriture nerveuse, sèche, un peu différente. Si vous aviez, pour terminer, Josiane Savigno, un souvenir peut-être un peu plus personnel à nous raconter, une image comme ça que vous garderez de Robert Badinter? Mais c'est surtout après les plaidoiries, très souvent avec Elisabeth Badinter, qui était toujours là aussi, on allait manger quelque chose ou boire un verre, et on marchait dans les rues, et il y avait une espèce de, comment dire, pas d'exaltation, mais c'était, on avait quand même l'impression, il faisait participer au combat, et on avait l'impression qu'on avait gagné quelque chose, qu'on venait de sauver la vie d'un homme. Même si cet homme était condamnable par ailleurs. Josiane, vous avez prononcé un prénom extrêmement important, c'est peu de le dire, et on pense très fort à elle aujourd'hui et à ses enfants. Robert Badinter, c'était aussi Elisabeth, et Elisabeth Badinter, c'était aussi Robert Badinter, comme le couple Beate et Serge Klarsfeld, à la fois totalement inséparables, totalement indissociables, et en même temps avec des caractères, vous m'arrêtez si je me trompe, bien trempés, une admiration folle l'un pour l'autre.
et des carrières aussi. Voilà, elle n'était pas que la femme de Robert Badinter, bien loin de là. Et lui, à certains moments, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on est reparti de son bureau, Josiane, on était avec Richard Audier, le directeur général du FSJU, nous sommes repartis tous les trois. Il y avait cette photo d'Elisabeth Badinter, magnifique, qui est à l'entrée du bureau de Robert Badinter, et le regard qu'il avait sur elle, je ne sais plus exactement les mots qu'il nous a dit pour nous commenter cette photo, mais c'était incroyable. C'est le couple Badinter qui a marqué aussi la France pendant des années et des années. Ah oui, et bien sûr qu'Elisabeth Badinter existait par elle-même, mais aussi ce que je trouvais très beau dans le fait qu'elle soit là à tous les procès, c'était qu'elle l'accompagnait dans ce combat qui a finalement été victorieux grâce à l'élection de François Mitterrand. C'est exactement ça. Et ces combats qu'ils ont menés ensemble pendant effectivement de très longues années. Et on pense très fort aujourd'hui à elle et à sa peine. Merci beaucoup, Josiane Savigno, d'avoir été avec nous en direct sur RCJ. Et on va retrouver donc tout à l'heure à 13h, de 13h à 14h, cette heure d'entretien que Robert Badinter nous avait accordée pour RCJ. Nous sommes en ligne à présent avec Sacha Gozlan, avocat, ancien président de l'Union des étudiants juifs de France. Bonjour. Il devrait être en ligne dans quelques instants. Elsa, le temps de le retrouver. Nous sommes en édition spéciale depuis 11h30. Et évidemment, vous le comprenez comme à chaque fois que c'est une édition spéciale de la sorte. L'émission se crée et se compose au fur et à mesure que nous vous parlons. Nous avons eu plusieurs générations d'avocats tout à l'heure. Maître Ariel Goldman, qui a été le premier à réagir sur notre antenne, président du FSJU, de la Fondation du judaïsme français, qui a tenu à rappeler que Robert Badinter était aussi un des fondateurs du FSJU, de cette maison à laquelle il avait apporté son concours pour écrire les statuts de l'institution. Et nous sommes en ligne à présent avec Sacha Gozlan, on le rappelait, avocat et ancien président de l'Union des étudiants juifs de France. Bonjour. Bonjour Elsa. Quel est votre sentiment tout d'abord ce matin, Sacha Gozlan, et quel souvenir vous gardez de Robert Badinter? Robert Badinter était un avocat immense qui a marqué plusieurs générations, dont la mienne, par son combat, par son verbe, son éloquence, sa détermination. Il était très courageux. Il a combattu la peine de mort dans un contexte dans lequel l'opinion publique y était très majoritairement opposée, et il n'a pas plié. Il a réussi à convaincre l'Assemblée nationale, et ce discours qu'il a fait à l'Assemblée nationale pour l'abolition de la peine de mort marque les consciences et est entré dans l'histoire. Donc aujourd'hui, évidemment, on se sent un peu orphelin de cette grande figure, de cette conscience morale qui nous a inspirés et qui continuera à nous inspirer. Cette aussi figure à la fois juive et française, cet engagement tiré de cette histoire personnelle de la Shoah, c'est quelque chose qui vous marque, qui a marqué votre parcours à la fois d'avocat et militant? Bien sûr, on doit beaucoup de choses à Robert Badinter, des choses qu'on oublie. Robert Badinter est notamment celui qui a lancé le projet d'édifier en 1997 un lieu de mémoire au Mont-Valérien, à la mémoire des fusillés et notamment de certains résistants et de certains. Et mon arrière-grand-père, Paul Lieberman, a été fusillé au Mont-Valérien le 20 mai 1942. Et c'est notamment grâce à l'action de Robert Badinter que son nom figure aujourd'hui sur la cloche mémorielle au sein du Mont-Valérien. Robert Badinter, c'était une figure juive, engagée, qui a toujours combattu l'antisémitisme. J'ai en mémoire un grand procès qu'il avait intenté Robert Faurisson et qu'il avait gagné, dans lequel il avait qualifié Robert Faurisson de faussaire de l'histoire. Et ce procès avait été filmé. C'est grâce à lui que des grands procès historiques sont entrés dans les archives nationales. C'est grâce à lui que il y a aujourd'hui en France une justice qui a davantage conscience du rôle des avocats. Et je crois que en tant que juif, en tant que Français, puisqu'il était engagé contre toute forme d'extrémisme en politique, contre toute forme de radicalité, contre l'antisémitisme, nous lui devons énormément. Vous le disiez, une dernière question, Sacha Gozlan, vous vous sentiez orphelin. Est-ce que vous sentez aussi une responsabilité de la transmission? C'est quelque chose qui pouvait aussi transparaître de la part de Robert Badinter avec ses nombreux témoignages jusqu'à encore très récemment. Oui, Robert Badinter était quelqu'un qui n'était pas... c'était quelqu'un de très généreux. C'était quelqu'un qui acceptait les invitations, quelqu'un qui
participé à des conférences, quelqu'un qui s'exprimait dans le débat public, quelqu'un qui a laissé des livres qui sont des monuments d'histoire. Je pense notamment à un livre un peu méconnu qui s'appelle Un antisémitisme ordinaire et qui évoque le sort des avocats juifs pendant la guerre. Donc quand je dis qu'on se sent orphelin, c'est vrai, mais c'est vrai aussi que dans le même temps, il nous laisse une œuvre qui est immense et la charge importante pour nous tous, avocats, mais au-delà, français, juifs, engagés pour la République, de continuer ces combats, de les poursuivre parce qu'il avait le souci de préserver la démocratie, parce qu'il avait écrit récemment un livre sur Vladimir Poutine. Pour toutes ces raisons-là, Robert Badinter était une figure morale et une grande conscience qui manquera et pour laquelle nous avons la responsabilité de poursuivre ses engagements, de poursuivre ses combats, et je crois que c'est la meilleure manière d'honorer sa mémoire. Merci beaucoup pour ces mots, Sacha Gozlan. Merci Sacha. On va voir dans quelques instants en ligne le grand rabbin de France, Chaim Corsia, qui va également réagir à l'annonce de la disparition de Robert Badinter. Il y a beaucoup de réactions, Margot Siffer également sur X, anciennement Twitter. Oui, tout à fait. Éric Ciotti fait part notamment de sa profonde tristesse à l'annonce du décès de Robert Badinter, qu'il qualifie de figure emblématique de la justice et défenseur infatigable des droits de l'homme. Sa lutte pour l'abolition de la peine de mort restera gravée dans nos mémoires et nos institutions. Mes pensées vont à sa famille, a-t-il tweeté. Gabriel Attal, évidemment, le nouveau Premier ministre a réagi. Toute sa vie, il a fait tonner la voix de la justice. Homme de droit et de valeur, avocat, ministre, homme d'État, Robert Badinter donc nous a quittés. Depuis les prétoires jusqu'aux tribunes de l'Assemblée nationale et du Sénat et au Conseil constitutionnel, il aura consacré chaque seconde de sa vie à se battre pour ce qui était juste, à se battre pour les libertés fondamentales. L'abolition de la peine de mort sera à jamais son legs pour la France. Nous lui devons tant, nos droits et nos libertés lui doivent tant. Je pense à sa famille, je pense à ses proches. Notre douleur est immense. Le pays des Lumières perd l'un de ceux qui a continué à les faire briller. Voilà ce qu'a dit ce matin Gabriel Attal. Rachida Dati, la ministre de la Culture, vient également à l'instant de réagir. En accomplissant ce qu'Hugo et Camus avaient rêvé, Robert Badinter est entré dans l'histoire, dit-elle. Abolir la peine de mort comme garde des Sceaux, c'était le combat de sa vie. Ce sera à jamais l'un de nos plus grands héritages. Nous n'oublierons jamais Robert Badinter, son ardeur, la force de sa conviction, sa soif inébranlable de justice. Voilà ce qu'elle déclare ce matin, Sandrine. Merci Margot Siffer. Nous sommes à présent en ligne avec le grand rabbin de France, Chaim Corsia. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Chaim. Je vous laisse dire ce que vous ressentez ce matin à l'annonce de la disparition de Robert Badinter. Robert Badinter, c'est une forme de conscience collective. Celui qui nous a rapprochés dans ce genre de convergence des vocations qu'est le judaïsme et la France de ce que dit le Talmud. Le Talmud dit un tribunal qui condamne à mort quelqu'un une fois tous les 70 ans est un tribunal d'assassins. Robert Badinter est celui qui nous a permis, dans la République, d'enlever, de retirer la peine de mort. Il était capable de porter ce projet, de l'incarner et de faire en sorte que on ne, comme il l'a dit dans une phrase incroyablement forte, qu'on ne découpe plus les gens en deux. Et moi, j'ai eu la chance de le connaître. Donc pour moi, c'est vraiment un grand républicain et un grand judaïsme. Et peu importe la pratique religieuse, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est comment il s'est inscrit dans cette histoire. Il suffit de lire le livre qu'il a consacré à sa famille, un livre bouleversant, très récent, sur sa grand-mère, sur sa mère. Et c'est un livre, moi, qui m'a impressionné par sa capacité à se sentir et se présenter toujours enfant de cette histoire, enfant du Spétel. C'était un immense serviteur de la France, un grand ministre, et pourtant, il était toujours un enfant du Spétel. Et puis moi, je l'ai rencontré à d'autres occasions assez incroyables, que Robert Badinter avait été chargé de présider une commission qui établissait le nombre exact de fusillés au Mont-Valérien. Et donc, il était un peu l'autorité morale de ce lieu. Et c'est pour ça qu'avec lui et Antoine Dagdikian, qui était le président des anciens combattants arméniens, nous avons accueilli ensemble, tous les trois, le président de la République François Hollande, en mars 2014, lorsqu'il a annoncé la panthéonisation de Pierre Brossolette, Jean Zay, Germaine Tillon et Geneviève Antonin de Gaulle. Et la dignité de cet homme
était une forme d'élévation. Voilà, cet homme élevait tout ce qu'il approchait. Raïm Corsia, vous le disiez il y a un instant, c'est toutes les réactions depuis 11h30 qui vont dans le même sens. Robert Badinter réunissait le judaïsme et la France, la grandeur de notre religion, la grandeur de notre pays. Il symbolisait tout cela et tellement d'autres combats humanistes également. Oui, tous les combats possibles. Et puis, pour nous, pour la communauté juive, c'est aussi celui, vous vous rappelez de cette façon qu'il a eu de s'adresser à ceux qui huaient le président de la République au nom du valise. Il l'a fait peut-être pour défendre le président Mitterrand, c'est aussi ses fidélités, mais il l'a fait aussi parce que la conscience de la mémoire de ses victimes n'autorisait pas pour un homme d'une telle rectitude qu'on utilise ce moment à une fin politicienne. Et je crois que c'est aussi la grandeur de cet homme d'avoir des convictions tellement fortes qu'elles le poussent à sortir de ce qu'il était, de cette sorte de retenue, de cette sorte de quant à soi qu'il portait, qu'il incarnait, parce que on franchissait des lignes intolérables et insupportables pour lui. Merci beaucoup, Monsieur le Grand Rabbin de France, Raïm Corsia, d'avoir réagi sur notre antenne. Shabbat Shalom à la disparition de Robert. Mais si je peux me permettre de rajouter un tout petit micro-mot, vraiment, parce que je vous ai dit Shabbat Shalom, et ce Shabbat, c'est le Shabbat où on va lire la paracha Mishpatim, comme si cet homme ne pouvait pas disparaître un autre jour que le jour où ses parents ont été raflés, et ne pouvait pas disparaître un autre moment qu'autour de la paracha qui parle des lois, des règles, des principes de vie. C'est incroyable. Merci beaucoup, Monsieur le Grand Rabbin de France. Shabbat Shalom.